Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet passionnant. C'est la couleur de la peau humaine. C'est parti. Alors, première chose étonnante, j'ai indiqué ici la couleur de la peau, comme s'il n'en existait qu'une. Eh bien oui, c'est le cas. Quand on s'intéresse aux caractéristiques d'un être humain, on distingue ce qu'on appelle les caractères qualitatifs et les caractères quantitatifs. Un caractère qualitatif, c'est par exemple le groupe sanguin qui est déterminé par un gène à 3 allèles, les allèles A, B et O, qui peuvent donner 4 types de groupes sanguins, donc A, B, O ou AB. Et ça, on doit le distinguer de caractères de type quantitatif, c'est-à-dire qui varient entre deux pôles selon un continuum parfait. Par exemple, la taille des individus, typiquement, est un caractère quantitatif. Il n'y a pas des individus qui mesurent 1m50, puis 1m60, puis 1m70. On a au contraire, entre un pôle tout petit et un pôle tout grand, tout un panel de taille. Okay ? Et bien pour la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas plusieurs, mais une seule couleur de peau qui varie entre deux pôles extrêmes, un pôle très sombre et un pôle très clair. Et entre, vous avez tout un continuum d'une seule et même teinte. Alors pourquoi on s'embête avec des fausses appellations du type peau noire, peau blanche, peau rouge, peau jaune? Ça, c'est parce qu'on s'est ramené à une notion de caractère qualitatif alors qu'on parle d'un caractère quantitatif. Et cette erreur-là, on va la démonter très facilement. Alors déjà, avant de vérifier quelle est la couleur de la peau, je vous rappelle une chose évidente. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Pour le démontrer, il suffit de prendre ici une feuille blanche. Le blanc, typiquement, c'est un ensemble de couleurs émises, au contraire du noir, qui est un ensemble de couleurs absorbées. Si je mélange un noir et un blanc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne du gris. Et si vous voyez dans la rue une personne qui a cette couleur-là, alors appelez vite les pompiers. Parce que ce n'est pas normal. Non, la couleur de la peau, c'est celle-là. La couleur de la peau, c'est le brun. Et ce brun se décline entre une variante extrêmement claire et une variante extrêmement foncée. Voilà. Alors pour aller plus loin et pour vous faire une vraie démonstration, je vais appeler quelques amis pour vous le montrer. Alors pour réaliser notre expérience, j'ai fait appel à deux amies qui sont venues m'accompagner. Elles vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Béatrice et je viens de Guadeloupe. Bonjour, je m'appelle Angie et je viens de Champagne. Voilà, ce sont deux belles régions de France qu'on va situer sur un globe terrestre et par rapport à l'équateur. Hop, la Guadeloupe, ici, juste au-dessus de l'équateur. Voilà. Et la Champagne, ici, bien au-dessus de l'équateur. Ouais, c'est même le nord. Voilà. Alors, maintenant qu'on s'est situé sur le globe, on va vérifier nos couleurs de peau, histoire de voir si l'idée d'une couleur blanche et d'une couleur noire, ça a du sens ou pas du tout. Et bien pour ça, on va regarder tout simplement l'ardoise qui est derrière nous et qui est indiscutablement noire. Et on a rajouté ici une feuille qui est indiscutablement blanche. Alors on va poser la main dessus et on va vérifier. Allez-y, posez votre main. Voilà. Et là, on découvre quelque chose de tout à fait étonnant. Béatrice n'est pas blanche. Ça, ok. Mais Angie non plus. Ça, c'est pas du tout une couleur blanche. C'est une couleur brun clair. Et donc, la couleur blanche est une couleur qui n'existe pas. Voilà, première découverte. Maintenant, on va vérifier la couleur noire. On se déplace. Et voilà la deuxième surprise. Angie n'est pas noire, mais Béatrice non plus. En réalité, la couleur blanche et noire n'existe pas. La seule et unique couleur de peau qu'on voit apparaître là, c'est la même. C'est la couleur brune. Et si je place ma main au milieu, ici, là, eh bien, on a un camailleux de brun qui apparaît, qui va d'un brun clair à un brun moyen à un brun foncé. Et donc voilà ce qu'on découvre ensemble. Nous avons finalement tous la même et unique couleur de peau. Pour aller un peu plus loin, on va même tordre le cou à une vieille idée, comme quoi en Asie, on aurait affaire à des gens à la peau jaune. Il se trouve que mon frère vit depuis 2013 au Japon
là, a épousé une ravissante japonaise et a eu une non moins ravissante petite fille, ma nièce. Je vous les montre en image et regardez, si vous leur trouvez une teinte jaune qui la distingue de mon frère, qui est un Lyonnais d'origine comme moi, eh ben vous me le mettez en commentaire. Parce que moi je ne vois absolument pas de jaune. Non, le jaune n'existe pas dans l'espèce humaine. Ni le jaune, ni le rouge d'ailleurs. Hein, le rouge, c'est une chose étonnante. Les Indiens d'Amérique, dont on dit qu'ils seraient rouges, hein, les peaux rouges, proviennent en fait de populations venues d'Asie du Nord, là. Donc des gens qui auraient la peau jaune auraient donné des gens à la peau rouge, vous voyez, ça tient pas la route. Donc en réalité, toutes ces notions qualitatives doivent être balayées. Il n'y a qu'une seule couleur de peau, mais maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il existe tout ce camailleux de brun entre une région au Centrafrique où les gens ont la peau la plus sombre du monde et le nord de la Scandinavie où les gens ont la peau la plus claire du monde. Pourquoi ce gradient quasi parfait là entre un nord et un sud? Alors pour le comprendre, il faut qu'on fasse un petit peu de biologie. D'abord, on va rappeler ce qu'est la peau humaine. La peau humaine, c'est un ensemble de plusieurs couches. Ici, pour simplifier, si je prends mon doigt comme ça et je le coupe en tranches, j'obtiens dans sa partie superficielle ce qu'on appelle l'épiderme, donc ça c'est os et l'épiderme, qui se distingue via une lame basale que j'ai coloriée en vert là, du derme, qui est en dessous. Puis en dessous, il y a encore d'autres couches. Dans l'épiderme, on a à la base des cellules qu'on appelle des kératinocytes, parce qu'ils produisent de la kératine. Okay, et ces kératinocytes ont tendance à se multiplier. Quand ils se multiplient, ils se déplacent vers la périphérie. Mais en allant vers la périphérie de la peau, ces kératinocytes s'éloignent du sang, des vaisseaux sanguins qui sont là, donc de l'oxygène et du glucose. Et ce faisant, ces cellules finissent par mourir. Elles deviennent couche granuleuse, puis ensuite couche cornée. Ça, ce sont des cellules mortes qui desquament quand on frotte, comme ça. Okay, pourquoi? Quel est l'intérêt biologique? C'est simplement le renouvellement de la peau en permanence. Si vous vous coupez, ça cicatrise très bien grâce à ce renouvellement cellulaire quasi permanent. D'accord? Mais il y a un deuxième rôle à la peau et en particulier à l'épiderme. C'est la protection contre les rayons ultraviolets qui proviennent du soleil. Alors on distingue plusieurs types d'ultraviolets, les UVA, les UVB. Les UVB sont très dangereux, très cancérigènes. Et par contre, ils ne traversent pas les vitres. Donc c'est facile de s'en protéger avec des lunettes de soleil par exemple ou de la crème solaire. Ces ultraviolets B peuvent aller jusqu'à la base de l'épiderme et toucher certaines cellules et provoquer des altérations de l'ADN parce que leur longueur d'onde est du même ordre de grandeur en nanomètres que celui de la molécule d'ADN. Okay, les UVA sont moins dangereux, mais traversent les vitres, traversent les crèmes solaires et peuvent aller jusqu'à l'intérieur du derme. Et là, ils peuvent altérer certaines cellules, comme les fibroblastes, qui sont là, je les ai représentés en vert. C'est très important ça, parce que ces fibroblastes sont pleins d'élastine et de collagène. Et c'est eux qui sont responsables de l'élasticité de la peau. Si je tire sur ma peau comme ça, et je lâche, ça revient en place. Et il n'y a aucune trace. Parce que mon élastine, connectée au collagène, remet tout en place. La peau est donc élastique. Mais les UVA, si on s'expose trop longtemps au soleil, finissent par altérer l'élastine. Et la peau, à ce moment-là, n'est plus élastique et elle devient ridée. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'exposer au soleil. On y reviendra. Dans tous les cas, si on n'a pas de vitre, si on n'a pas de crème solaire, comment on fait pour se protéger des ultraviolets B? Eh bien, grâce à un filtre naturel produit par des cellules qui se trouvent ici en jaune, là, c'est ce qu'on appelle des mélanocytes. Et les mélanocytes, comme leur nom l'indique, produisent la mélanine. C'est une protéine produite à partir d'un acide aminé, la tyrosine, et qui protège la peau face aux ultraviolets. Et en particulier, quand on est soumis à beaucoup de soleil, ça s'appelle le bronzage, à ce moment-là, les mélanocytes produisent beaucoup de mélanosomes, c'est-à-dire des poches remplies de mélanine qu'ils communiquent à tous les kératinocytes. Ce qui fait que toute la peau se colore. Alors, sauf si on a une peau de type 1, c'est la peau anglo-saxonne, qui va à ce moment-là former des petites taches de rousseur, mais avec ces peaux-là, on ne peut pas bronzer, par contre. Donc, il ne faut jamais se soumettre au soleil. Donc, on comprend la raison pour laquelle la peau est teintée. C'est la protection solaire. Okay, et du coup, on comprend une chose évidente. Où est-ce qu'on trouve le plus d'ultraviolets sur Terre? C'est dans la ceinture intertropicale. C'est là où la concentration en ultraviolet B est la plus grande. Okay, parce que les rayons solaires arrivent très perpendiculairement à la surface et donc la température monte très vite et les rayons solaires sont très dangereux. Plus on va vers l'hémisphère nord et plus on va vers l'hémisphère sud et plus la surface du sol devient oblique. À ce moment-là, les rayons arrivent de manière inclinée vers la surface et sont moins dangereux.
Dans l'hémisphère nord, il n'y a quasiment plus aucun risque d'attraper un coup de soleil quand on va au nord de la Scandinavie, en Islande ou en Sibérie. D'accord ? Et donc à ce moment-là, il n'est plus nécessaire d'avoir une peau très sombre. Et justement, c'est ce qu'on constate. La peau s'assombrit vers l'équateur et s'éclaircit vers le cercle polaire. Okay ? À ce stade, une petite remarque, comment ça se fait qu'en Amérique, on n'ait pas des peaux très sombres ? Et en Australie non plus ? Eh bien ça, c'est lié à l'évolution. Il se trouve que nous sommes tous originaires d'Afrique. Les populations africaines vivaient là, il y a entre 200 et 300 000 ans, before present. L'Amérique a été colonisée très tardivement, il y a entre 15 et 20 000 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, les populations humaines qui venaient d'Asie du Nord, avec une peau plutôt claire, n'ont pas eu le temps d'évoluer vers une peau très sombre au niveau de l'Amérique équatoriale. Donc voilà pourquoi on n'a pas des peaux très sombres là. Ici, les aborigènes d'Australie ont une peau un peu plus sombre, mais pas complètement noire comme les populations centrafricaines. Voilà la raison. Mais on a un deuxième problème à résoudre. Nous provenons tous de populations africaines à la peau très sombre. Mais alors pourquoi la peau s'est éclaircie en allant vers le nord? Ça n'a aucun sens. Qui peut le plus peut le moins. Si on peut se protéger des coups de soleil ici, quel est l'intérêt de perdre cette protection quand on va vers le nord? Il doit y avoir un deuxième problème. Et bien ce deuxième problème, il est lié à la vitamine D. La vitamine D, au sens strict, c'est pas vraiment une vitamine parce qu'on arrive à la fabriquer nous-mêmes. À partir de cholestérol, si j'expose ma peau aux ultraviolets B, je transforme ce cholestérol en vitamine D. Bon, je simplifie en réalité parce que c'est un peu plus complexe. Mais si j'ai pas assez d'ultraviolets, à ce moment-là, je ne fabrique pas assez de vitamine D. Et si j'ai pas assez de vitamine D, j'ai des problèmes de rachitisme, mon squelette ne se développe pas, je fixe mal le calcium. Il y a près d'1 millier de gènes qui ne sont plus activés dans notre génome, ce qui est considérable. Et on risque des cancers et surtout une immunodépression, c'est-à-dire que notre système immunitaire n'est plus efficace. C'est pour ça que le soleil, en fait, est complètement nécessaire grâce à cette vitamine D. Mais il n'y a pas assez d'ultraviolets dans l'hémisphère nord pendant quasiment toute l'année. J'ai mis un I pour insuffisant. Les ultraviolets sont insuffisants dans tout l'hémisphère nord. Et donc, si on a une protection solaire et une peau très sombre, eh bien on ne pourra absolument pas fabriquer assez de vitamine D. Dans la ceinture méditerranéenne, là, on considère que pendant 1 mois dans l'année, les mois d'hiver, on ne fabrique pas cette vitamine D. C'est pour ça qu'on est un petit peu déprimé pendant cette période-là, hein, la période hivernale, vous le savez tous ça. Alors que quand le soleil revient, le moral revient. C'est pas un hasard. Oui, sauf que comment on fait alors du coup pour vivre dans l'hémisphère nord? Même avec une peau très claire, les ultraviolets sont insuffisants. Eh bien il faut modifier son comportement alimentaire. Il faut être en capacité par exemple de boire du lait. Dans les produits laitiers, on trouve de la vitamine D, 100 unités internationales environ par verre de 100 ml. Moi quand j'étais petit, à l'école, tous les samedis matins, on nous donnait un verre de lait. Voilà, c'était pour éviter le rachitisme. Okay, mais il y a mieux que ça, l'huile de foie de morue, une petite cuillère à café, alors c'est pas bon du tout, mais on a 1360 unités internationales de vitamine D, ce qui est une très bonne dose. Mais ça, c'est quand même rien. À côté de 10 à 15 minutes au soleil, à midi, l'été, en zone méditerranéenne. Là, vous fabriquez jusqu'à 10 000 unités internationales de vitamine D, ce qui est largement la dose suffisante. Et on n'en fabrique jamais trop, parce que les UVB détruisent l'excès de vitamine D, donc on est en équilibre parfait. Dans le sang, on doit trouver en général entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre de vitamine D pour être en bonne santé. Donc voilà le secret, voilà pourquoi la peau s'est éclaircie en allant vers le nord, c'est pour se fournir en vitamine D. Aujourd'hui, au fait, on peut avoir une peau sombre et vivre en Scandinavie, pas de problème, grâce à ces compléments alimentaires, évidemment. Je vais finir avec une dernière chose qui concerne la génétique et on va régler un grand fantasme que mes élèves me disent souvent. Monsieur, est-ce que quand on est blanc, on peut avoir un enfant noir? Eh bien oui, bien sûr. Grâce à la génétique, on peut expliquer ça. Alors je vais vous le montrer en vous rappelant déjà qu'il n'existe ni noir ni blanc. En réalité, il y a un très grand nombre de gènes qui déterminent la couleur de la peau. Pour arriver à ce caractère quantitatif, on n'a pas un gène à plusieurs allèles, mais plusieurs gènes, peut-être des dizaines de gènes. On va résumer en simplifiant les choses et en se disant 3 gènes suffisent pour expliquer notre résultat. Ici, on imagine une personne métisse qui possède 3 gènes. Pour chacun de ces gènes, il possède 2 allèles, c'est-à-dire 2 copies. En effet, on a tous un père et une mère. Donc là, l'individu a une copie sombre et une copie claire de chaque gène. D'accord? Et donc la résultante, c'est une peau de type métisse. Okay?
Ici, cette personne va faire des enfants avec une autre personne métisse. Donc 2 métisses ont des enfants. Et on comprend très bien si on associe cette allèle sombre avec cette allèle sombre, cette allèle sombre avec cette allèle sombre, etc., on va obtenir toutes les combinaisons possibles qui sont là. En termes de probabilité, il y a 4 combinaisons possibles pour chaque gène. 4 x 4 x 4, ça fait 64. Et en faisant un petit tableau de croisement, je vais vous épargner d'ailleurs ce tableau, on obtient un résultat de ce type, c'est-à-dire que 2 personnes métisses ont une chance sur 64 d'avoir un enfant à la peau extrêmement claire, tout blanc. Et au contraire, ce même couple peut avoir un deuxième enfant à la peau totalement sombre, c'est-à-dire tout noir. Et c'est le même couple. Il y a 20 chances sur 64, donc la majorité des cas seront des enfants métis comme leurs parents. Mais en fait, on peut avoir tout le continuum, tout le gradient de couleur avec cette distribution-là. C'est ce qu'on appelle une distribution normale, ou courbe en cloche, ou courbe de Gauss, et qui rend compte de toutes les possibilités d'enfants, de variantes de couleur de peau pour un même couple. Et ce qui fait que quand on a un enfant tout noir et qu'on n'est pas soi-même tout noir, eh ben c'est pas la peine d'accuser le chocolat. Non, ça c'est ce qu'on disait parfois au 19e siècle. C'est complètement normal. Ce sont les lois de la génétique. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous y voyez plus clair maintenant et que vous aurez compris que finalement, nous avons tous la même couleur de peau. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur 10 minutes de SVT.